Alors, je vous propose le plan d'exposé suivant. Nous allons parler du concept de remplacement cellulaire bêta dans le diabète de type 1. Et j'insiste, c'est sur le diabète de type 1 que je vais parler aujourd'hui. Je vais vous présenter les méthodes d'isolement et de transplantation des îlots de Langerhans. Je vais parler brièvement de l'activité genevoise et dans un réseau franco-suisse appelé le réseau Gragil. Nous allons ensuite aborder les indications au remplacement cellulaire bêta, les objectifs du remplacement cellulaire bêta, les résultats de la transplantation d'îlots de Langerhans, et puis faire un comparatif entre la transplantation des îlots de Langerhans ou du pancréas entier. Alors, ce n'est pas un chirurgien qui va vous apprendre comment est-ce qu'on remplace la fonction bêta chez un diabétique de type 1, et la méthode classique, évidemment, d'injecter de l'insuline, soit dans des schémas basal-bolus, soit par des pompes dont on vient de parler aujourd'hui. Le schéma de droite, qui date déjà d'il y a 25 ans, mais qui est toujours actuel, montre qu'avec les injections d'insuline, on arrive à avoir un bon équilibre et dans la majorité des patients, et on a fait énormément de progrès grâce aux pompes, grâce aux nouvelles insulines, mais on a toujours deux populations de patients, des patients chez lesquels effectivement l'hémoglobine glyquée est très bonne mais qui sont à haut risque de faire des hypoglycémies graves, et une population chez lesquelles on ne parvient pas à contrôler l'hémoglobine glyquée et qui vont progresser les complications secondaires du diabète. Et c'est pour cette raison que les concepts de remplacement de la fonction cellulaire bêta ont émergé, avec comme parti pris le principe que remplacer les îlots est une technique qui fonctionnera mieux que les injections d'insuline. Et pourquoi? Parce que les cellules bêta fabriquent leur propre insuline, elles possèdent un senseur intégré qui détecte la glycémie en temps réel, et elles peuvent relâcher l'insuline de façon régulée en temps réel. Et on vient de voir que même avec les pompes à insuline les plus modernes, le problème du temps réel est justement le problème qui reste le plus difficile à régler. Ces cellules possèdent, les îlots de Langerhans possèdent des mécanismes de contre-régulation par les cellules alpha, dont le professeur Philippe vous a parlé extensivement précédemment. Les cellules bêta peuvent maintenir la glycémie dans des valeurs normales et en principe, elles fonctionnent pour toute une vie. Et donc, le remplacement physiologique de la fonction cellulaire bêta se fait actuellement par deux méthodes. La transplantation du pancréas entier ou la greffe d'îlots de Langerhans isolés du pancréas. Et j'aimerais insister sur le fait qu'il s'agit ici de deux méthodes différentes qui visent à atteindre un même objectif, même si l'atteinte de cet objectif est parfois différente. Alors, comment est-ce qu'on transplante et comment est-ce qu'on prépare les îlots de Langerhans? Eh bien, il faut commencer avec un donneur. Comme pour la greffe de pancréas entier, il faut un donneur décédé, et le donneur décédé va donner son pancréas. Et le pancréas va être soumis à un processus complexe et hautement technologique qui va commencer par une phase de digestion dans laquelle on va digérer le pancréas en petits éléments qui seront des îlots et le pancréas exocrine. Je vous rappelle que les îlots ne font que 1 à 2% de la masse complète du pancréas. Et donc, à la fin de cette phase de digestion, il va falloir purifier ces îlots du tissu exocrine pour pouvoir les récupérer. Nous allons pouvoir les mettre en culture. En fait, on les maintient dans un incubateur, on ne cultive rien du tout, ils ne grandissent pas, ils ne croissent pas en culture, pour pouvoir ensuite les transplanter aux patients diabétiques. Et la transplantation se fait dans le foie, en principe par une voie minimalement invasive, par un abord percutané dans lequel on cathétérise la veine porte. Et je vais vous montrer un petit film. Donc c'est un petit film qui a été réalisé à Genève. Vous voyez que d'abord, eh bien, comme je vous l'ai dit, on doit recevoir le pancréas. Et le pancréas est amené dans le centre de thérapie cellulaire. Vous voyez qu'il s'agit d'une salle blanche, atmosphère contrôlée. Et on commence par disséquer ce pancréas. Ce pancréas va ensuite être distendu, injecté avec une enzyme qui est la collagénase et que l'on perfuse à froid.
On va ensuite le couper en morceaux et le mettre dans cette fameuse chambre de digestion et où on va chauffer progressivement ce pancréas et cette enzyme à 37 degrés, puisque c'est à cette température que l'enzyme est efficace. Au cours de cette phase de digestion, on va pouvoir récupérer le tissu de digestion, et ce tissu de digestion va être mis sur une centrifugeuse. C'est le même genre de centrifugeuse que dans les banques de sang, qui va nous permettre de séparer, par le fait que le tissu endocrine et le tissu exocrine n'ont pas la même densité, sur un gradient de densité. Vous voyez qu'au terme de cette phase de purification, on récolte des îlots qui sont extrêmement purs et qui constituent un enrichissement de 50 à 100 fois environ. Ces îlots sont mis dans un incubateur, comme vous le voyez ici, et après 24 à 48 heures d'incubation et de maintien dans l'incubateur, on va pouvoir les conditionner pour la transplantation. Vous voyez qu'ils sont transférés dans une poche. C'est le même genre de poche qu'on utilise pour les transplantations plaquettaires. On prépare le matériel et on part transplanter ces îlots, soit à Genève, soit dans un autre centre participant à notre réseau. Vous voyez que pour la transplantation, on va en salle de radiologie. Le radiologue cathétérise la veine porte. Par un portogramme, il vérifie que son cathéter soit en bonne position. Et ensuite de ça, la préparation d'îlots va être connectée à ce cathéter et lentement perfusée dans le foie pour que les îlots aillent s'implanter dans le foie. Vous voyez ici la poche qui contient les îlots qui est en train de se vider lentement. Voilà. Donc cette perfusion dure 20 minutes, on va très lentement pour ne pas faire d'hyperpression portale. Alors, vous avez vu que ces îlots étaient transportés vers un autre centre. Et c'est l'occasion de vous parler de l'activité genevoise et de l'activité genevoise au sein du réseau franco-suisse qu'on appelle Gragil. Pourquoi parler de réseau? Vous avez vu que la procédure de préparation des îlots est hautement technique. Elle nécessite un personnel qui est dédié, qualifié, de garde 24 heures sur 24 et qui est hautement formé dans cette procédure. Les coûts fixes d'un tel laboratoire sont élevés pour la construction du laboratoire, mais aussi pour son maintien, pour l'amortissement des équipements qui coûtent très cher et des locaux. L'activité par le biais d'un réseau peut être augmentée, et donc le savoir-faire peut être augmenté, et en augmentant le nombre de patients auxquels s'adresse la transplantation d'îlots, on peut les faire participer à des études cliniques avec un nombre de sujets qui est augmenté. Et donc, un tel réseau existe en Suisse et en France. Donc Genève, qui avait commencé son activité il y a maintenant un peu plus de 25 ans, sert de laboratoire centralisé qui isole les îlots pour tout le réseau. Et voici quelles sont les universités françaises qui participent au réseau franco-suisse appelé Gragil. Gragil, c'est pour Genève, Rhône-Alpes, parce que initialement, c'était Genève, Grenoble et Lyon qui avaient commencé ce réseau. Mais vous voyez que ce réseau a fait des adeptes et qu'un grand nombre de centres l'ont rejoint. Alors, dans ce système, Genève reçoit un pancréas pour isoler les îlots d'un centre du réseau, isole les îlots, et si la préparation est satisfaisante, ces îlots peuvent ensuite être envoyés dans un centre, pas forcément le même, pour la transplantation, dans le centre où le meilleur receveur est identifié pour bénéficier de cette transplantation d'îlots. Alors, brièvement, voici le réseau Gragil. Un petit historique, en 92, le programme genevois a commencé. En 97, le réseau Gragil a été initié à l'initiative du professeur Benamou de Grenoble, qui était venu nous demander de collaborer avec lui en disant qu'il était pour lui plus intelligent de bénéficier du savoir-faire d'un autre groupe plutôt que de commencer à zéro un laboratoire et un programme chez lui. Et 2 ans plus tard, après le début des discussions, le premier patient greffé à distance a pu être transplanté à Grenoble.
Vous voyez que depuis cette époque, il y a 11 centres qui participent au réseau Gragile, et ceci a représenté plus de 1200 isolements d'îlots de Langerhans, 1200 pancréas, plus de 350 transplantations chez plus de 250 patients, ce qui fait du réseau Gragile un des centres de transplantation d'îlots de Langerhans les plus actifs au monde à l'heure actuelle. Alors, parlons des indications à la transplantation. Évidemment, le nombre de donneurs limité fait que l'on ne peut pas transplanter tous les patients diabétiques de type 1. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles on doit choisir et sélectionner les receveurs. Quelles sont-elles? Il faut peser les risques et les bénéfices de la greffe par rapport aux risques et aux bénéfices de maintenir votre patient sous un traitement d'insuline. Les risques de la procédure, quels sont-ils? Ce sont les risques de la ponction du foie, donc on a un risque principalement hémorragique, on va le détailler un peu plus tard, et les risques aussi de l'immunosuppression. Les immunosuppresseurs sont nécessaires pour une transplantation d'îlot. Beaucoup de personnes pensent que puisqu'il s'agit d'une transplantation cellulaire, il n'y a pas de risque de rejet. Le risque de rejet est le même que pour une transplantation de pancréas entier ou que pour une greffe de rein ou de tout autre organe. Donc ces immunosuppresseurs ont des effets secondaires, ils sont associés à des risques d'infection augmentés, à des risques tumoraux augmentés. D'un autre côté, si on maintient le patient sous insuline, les risques sont ceux de la progression du diabète, les complications micro- et macroangiopathiques, et d'un autre côté, les risques d'hypoglycémie grave qui guettent certains de ces patients. Pour parler brièvement de deux des risques de l'immunosuppression, j'aimerais juste vous montrer cet article qui est déjà relativement ancien, mais qui est toujours d'actualité également, et qui vous montre que la survenue d'une insuffisance rénale chez les patients transplantés d'un quelconque organe autre que le rein est importante parce que les immunosuppresseurs sont des médicaments dont la principale toxicité est la toxicité rénale. Et ceci est d'autant plus important que dans le diabète, comme vous le savez mieux que moi, la néphropathie est une des caractéristiques principales. Mais vous voyez qu'au bout de ce spectre, à 120 mois, donc à 12 ans, à peu près 25% des patients recevant une greffe de foie ou de poumon sont dans une situation d'insuffisance rénale chronique déjà avancée. Un deuxième risque est... Ah, je suis en avance, excusez-moi. Il faut me dire, voilà. Le deuxième risque est le risque de l'immunosuppression et le risque tumoral. Ceci est une étude de registre anglaise qui vous montre qu'à 15 ans, le risque de développer une tumeur chez un patient transplanté et immunosupprimé est à peu près le double de celui de la population générale. La seule bonne nouvelle dans tout ça est que la tumeur principale qui se développe, elles sont les tumeurs cutanées résultant d'une exposition au soleil un peu trop importante, et que ces tumeurs cutanées peuvent être guéries par une simple excision dans la grande majorité des cas. Alors revenons à ces indications à la transplantation. Vous voyez de nouveau ce fameux schéma du DCCT avec le risque d'hypoglycémie et le risque de progression du diabète. Et donc, la transplantation d'îlots de Langerhans va s'adresser à deux types de patients. Ceux qui sont à cette extrémité du stade et qui sont à un stade de néphropathie diabétique terminale ou préterminale. Ces patients-là vont devoir être transplantés. Nous allons parler plus en détail tout à l'heure. Et puis, à l'autre bout du spectre, les patients qui présentent des hypoglycémies graves et qui sont donc à risque de ce qu'on a appelé le fameux dead in bed syndrome. Ils sont à risque de mort subite d'hypoglycémie, mais aussi à risque de faire ces complications qui ont un extrêmement gros impact sur la qualité de vie. Alors, quelles sont les indications à la transplantation? D'un côté, on a donc la néphropathie diabétique. Chez ces patients-là, on va faire une transplantation qui est simultanée avec une greffe de rein. On peut, chez les patients qui ont un donneur vivant disponible, faire une transplantation après la greffe de rein. Ces patients sont des patients qui seront immunosupprimés de toute façon pour la greffe rénale, et donc chez lesquels le problème intellectuel du risque de l'immunosuppression ne se posera pas. De l'autre côté,
les patients avec une hypoglycémie grave, on va leur proposer une transplantation seule, une transplantation d'îlot seul. Ils n'ont pas besoin de reins. Ils vont être immunosupprimés spécialement pour la greffe. Il faut faire très attention à bien les choisir et à faire en sorte que le risque lié à l'immunosuppression ne soit pas supérieur au risque lié aux hypoglycémies. Et donc, en cas de néphropathie diabétique, l'indication est un taux de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute. Ces patients sont éligibles à une greffe double du rein et du pancréas ou du rein et des îlots. Et pour les patients de l'autre groupe, l'indication est un épisode de coma, de convulsion ou un besoin d'aide au resucrage au moins une fois par année, qu'on considère comme une hypoglycémie grave. Quels sont les objectifs de la transplantation ? Pour les patients qui ont une néphropathie diabétique, l'objectif principal est la protection du greffon rénal contre la récidive de la néphropathie diabétique. On a d'autres buts également qui sont le contrôle de la progression des complications secondaires en général, prolongation de la durée de vie, l'amélioration de la qualité de vie, éviter la dialyse. L'insulino-indépendance, qui peut permettre, n'est pas un but en soi. L'insulino-indépendance fait partie des caractéristiques du succès, si vous le voulez bien, mais ce n'est pas le but. Sans néphropathie, le but principal est l'abolition des hypoglycémies graves. La prévention de la mort subite en fait partie. Le contrôle de la progression des complications secondaires, l'amélioration de la qualité de vie sont également des buts secondaires. Mais je répète, l'insulino-indépendance est un moyen d'atteindre ces objectifs, mais pas un objectif en soi. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que regardons les résultats de la transplantation de l'îlot de Langerhans. Vous voyez ici, ce sont des résultats de registres qui datent un peu, mais ce registre n'a pas publié de résultats sous cette forme plus récemment. Ce que vous voyez ici, c'est que sur la partie de gauche de la dia, le taux d'insulino-indépendance est globalement de 25% à 4 ans. Ça, c'était le cas en tout cas en 2009, donc il y a presque 10 ans. Vous voyez aussi que ça prend à peu près 3 mois pour atteindre le pic du maximum de patients qui sont insulino-indépendants. Et ceci est expliqué par la plaque de droite, par la partie de droite, qui montre la fonction du greffon. La fonction du greffon mesurée par la sécrétion de C-peptides, qui montre qu'il y a de l'insuline endogène qui est fabriquée, et donc qui est fabriquée par le greffon chez ces patients qui, par ailleurs, n'ont pas d'insuline endogène, puisqu'ils sont des diabétiques de type 1. Et vous voyez, entre la courbe bleu clair et les courbes violettes et bleues, que ce taux de fonction augmente avec le nombre d'injections d'îlots. Et ceci vous explique que pour aboutir à ces résultats, il faut en principe 2 ou 3 donneurs de pancréas pour un receveur. Ceci est expliqué par la perte des îlots que l'on observe, premièrement pendant la procédure d'isolement que je vous ai décrite, et deuxièmement pendant la phase d'implantation des îlots dans un milieu qui lui est probablement hostile et non naturel, qui est le foie. Mais ceci vous montre qu'à 5 ans, ici, 70% des patients ont toujours une fonction de leurs îlots de Langerhans, même s'ils sont dû reprendre de l'insuline. Alors, ces résultats se sont un peu améliorés. Je vous montre ici les résultats de 25 ans de transplantation d'îlots à Genève, et vous voyez qu'au cours du temps, les résultats se sont améliorés. La survie des patients n'a pas tellement changé avec le long terme, mais la survie des greffons s'est améliorée, et la survie et l'insulino-indépendance s'est améliorée pour aboutir, essentiellement grâce à de nouveaux protocoles d'immunosuppression, à un stade où nous avons à peu près 50% d'insulino-indépendance à 5 ans de la première greffe, de la première injection d'îlot de Langerhans. Alors, est-ce qu'on arrive à atteindre les objectifs que nous nous sommes posés avec la transplantation d'îlot, même chez les patients qui ont dû reprendre un peu d'insuline? Alors, je vais essayer de vous convaincre que la réponse est oui. Vous voyez ici, sur la partie gauche, les résultats du réseau Gragil qui vous montrent qu'à 5 ans de la greffe, les hypoglycémies graves ont été abolies chez la quasi-totalité de nos patients, même en l'absence d'insulino-indépendance. Et le schéma de droite, qui nous vient de nos amis lillois, montre qu'en fait, pour abolir complètement les hypoglycémies,
il suffit en fait d'une fonction du greffon d'îlot qui est assez faible. Vous voyez ici un score qui s'appelle le bêta-score et qui vous montre qu'un bêta-score qui est un score de fonction du greffon, quand il est à 8, il est parfait, quand il est à 0, il est nul. Ce que vous voyez, c'est que pour abolir les hypoglycémies, un bêta-score à partir de 3 est suffisant, c'est-à-dire une fonction qui est somme toute assez marginale. Donc une fonction marginale d'un greffon d'îlot est suffisante pour abolir les hypoglycémies. Qu'en est-il de l'hémoglobine glyquée? De nouveau, des résultats du réseau Gragil à 5 ans qui vous montrent que l'hémoglobine glyquée descend de plus d'1 point en moyenne et de façon durable chez les patients greffés d'îlot de Langerhans. À droite, un schéma qui nous vient de Zurich et qui compare les patients qui ont reçu une greffe simultanée rein-pancréas, SPK, rein-îlot, SIK, ou rein seul, dans une indication de diabète de type 1. Et vous voyez que la valeur de l'hémoglobine glyquée est similaire au point de départ, au supérieur à 8, mais que jusqu'à 4 ans après la greffe, elle est nettement meilleure chez les patients greffés de pancréas ou d'îlot, un peu meilleure pour le pancréas, et elle n'a pas été améliorée chez les patients qui ont reçu une greffe de rein seul. Finalement, un autre argument pour la protection, la néphroprotection de la greffe d'îlot, vous voyez ici un papier déjà ancien qui vient de Milan, dans lequel les auteurs ont comparé la survie des greffons rénaux à des patients receveurs de greffes de reins et îlots simultanés, selon que le greffon d'îlot fonctionnait ou ne fonctionnait pas. Fonctionnait, c'est SI, Successful Islet Kidney, et ne fonctionne pas, c'est UIK, Unsuccessful Islet Kidney. Et vous voyez qu'à 7 ans, 50% des greffons rénaux sont perdus lorsque la greffe d'îlot ne marche pas, contre moins de 20% de greffons perdus lorsque la greffe d'îlot fonctionne. Il y a toute une littérature sur l'effet de la greffe d'îlot pour la protection des complications secondaires. On a des arguments pour dire que ça améliore la fonction cardiovasculaire, que ça augmente la survie des patients, que ça contrôle la néphropathie, que ça stabilise, voire même améliore la neuropathie périphérique et autonome, que ça peut stabiliser la rétinopathie. Toutefois, ces résultats proviennent largement d'études monocentriques, rétrospectives et avec un très petit nombre de sujets. Et donc, il faut les prendre avec un petit peu une pincée de sel, comme on dit. Alors, j'aimerais vous montrer que le fonctionnement réseau, et en particulier le réseau Gragil, permet d'inclure des patients dans des études. Et je voudrais vous montrer 2-3 résultats d'une étude qu'on a appelée Trimeco, et qui est la première étude prospective randomisée comparant la transplantation d'îlot dans les indications d'îlot seul ou après rein, avec un traitement médical de référence qui est une insulinothérapie suivie par diabétologue. Et ça peut paraître extraordinaire, mais c'est la première fois qu'une étude prospective et randomisée a comparé une greffe de n'importe quel organe avec l'absence de greffe. Rein contre dialyse, par exemple, ou foie contre traitement conservateur. Et personne n'aurait l'idée de faire ça pour la greffe de rein ou la greffe de foie à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce que nous avons fait dans cette étude? Cette étude, d'ailleurs, les résultats viennent d'être acceptés pour publication dans le Lancet Diabetes Endocrinology et devraient paraître au début de cette année. Donc, cette étude a randomisé 50 patients entre une greffe d'îlot immédiate ou traitement diabétologique. Et évidemment, comme les patients qui étaient sous traitement diabétologique voulaient en fait avoir une greffe d'îlot, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retardé le moment de la greffe d'îlot de 6 mois, et ce qui nous a obligés à avoir un premier critère de jugement principal à 6 mois. Et je vais vous présenter les principaux résultats de cette étude. Le critère de jugement principal était le bêta-score à 6 mois. Et donc, le bêta-score, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un score de fonction des cellules bêta, du greffon d'îlot, du greffon de pancréas. Ça peut être utilisé pour plusieurs situations, mais c'était développé pour la transplantation d'îlot par le groupe d'Edmonton au Canada.
Et donc, le critère de jugement primaire était l'obtention d'un bêta-score supérieur à 6. Et vous voyez que 64% des patients ont obtenu un score supérieur à 6 à 6 mois, en sachant qu'une partie de ces patients n'avaient pas pu avoir leur deuxième greffe à 6 mois, ce qui explique que ça ne soit que 64% et pas peut-être un chiffre plus près de 80% comme on aurait pu s'y attendre. Évidemment, les patients qui étaient dans le groupe contrôle n'ont pas bougé leur bêta-score qui est resté bas. Les critères de jugement secondaire, l'hémoglobine glyquée. Vous voyez que l'hémoglobine glyquée est passée de 8% à 6% en moyenne à 6 mois dans le groupe traité et est restée à 8% dans le groupe contrôle. Et que 90% des patients ont pu obtenir une hémoglobine glyquée en dessous de 7% à 6 mois contre 0 dans le groupe contrôle. Finalement, la réduction des besoins d'insuline a été de 70% dans le groupe traité, contre une stabilité dans le groupe contrôle, et la réduction des hypoglycémies sévères était de 82% dans le groupe traité, contre un maintien à son niveau de base dans le groupe contrôle. Donc encore une fois, restez peut-être à l'affût de ce papier qui devrait paraître dans les premiers mois de cette année. Alors on a parlé des résultats de la greffe d'îlot, mais quels sont les risques? Parce qu'évidemment, ça paraît très beau tout ça, mais il doit bien y avoir des risques dans la procédure. Alors effectivement, si on regarde dans le registre, et le registre est un instrument qui a permis de regarder avec extrêmement de détails toutes les complications rapportées. Vous voyez que l'incidence d'effets secondaires graves a été de 21%. Mais en fait, je pense que c'est un petit peu de l'overshooting, parce que si on regarde vraiment le nombre d'effets secondaires graves, on a des hémorragies, saignements, donc dans 5% des cas, et des thromboses de la veine porte sur la cathétérisation dans 2% des cas. Aucune n'a été complète, je vous rassure tout de suite. Et si on regarde un peu plus loin, vous voyez qu'il n'y a pas eu de décès lié à la procédure. On a dû opérer dans 5 cas, donc 1% des cas. Ça, c'était suite à des hémorragies qui ont dû être corrigées chirurgicalement. Ces complications n'ont persisté que dans un patient sur plus de 400, soit 0,2% des cas. Donc toutes les thromboses portes se sont résolues. Et la mortalité à 1 an était de 0,2%. Alors, comme je vous l'ai dit au début, pour remplacer les cellules bêta, on peut faire une autre procédure qui est la greffe de pancréas. Alors, comment peut-on comparer les deux procédures? Alors regardez, je vous ai fait ce petit tableau synoptique qui vous montre déjà que l'expérience mondiale n'est pas la même. Plus de 50 000 cas de greffe de pancréas contre 4 000 de greffe d'îlot au monde. L'indication préférée est la greffe simultanée avec un rein pour le pancréas, alors qu'elle est surtout une greffe isolée pour les îlots. Le taux d'insulino-indépendance est de 90% à 1 an et 70% à 5 ans pour le pancréas, alors que pour la greffe d'îlot, elle est un peu plus basse, 60 à 80% à 1 an selon les groupes et les protocoles, 25 à 50% à 5 ans pour les îlots. La fonction du greffon, par contre, est à peu près la même, environ 70% de C-peptides positifs à 5 ans. Le nombre de donneurs nécessaires est de 1 pour le pancréas, mais de 2 à 3 en moyenne pour les îlots. L'efficacité est meilleure pour la greffe simultanée pour le pancréas, alors que pour la greffe d'îlot, elle est à peu près la même dans toutes les combinaisons, simultanée, après rein ou seule. L'approche chirurgicale, évidemment, une approche chirurgicale majeure pour le pancréas et minimalement invasive pour les îlots. Le taux de complications est fréquent et grave pour le pancréas. Je vous ai mis ici les chiffres, thrombose 8 à 10%, pancréatite 20 à 25%, infection 10%, mais un taux de relaparotomie, donc d'opération, entre 25 et 30% des cas. Et puis, pour les îlots, nettement moindre et nettement moins grave, le taux d'opération est de 1%. La mortalité est basse pour le pancréas et quasi nulle pour les îlots. Et donc, l'expérience mondiale est considérablement plus importante pour la greffe de pancréas. La greffe de pancréas est plus efficace pour l'insulino-dépendance, mais les deux modalités sont quasi équivalentes pour la fonction des greffons. Et si on considère l'un versus l'autre, en fait,
il s'agit d'une balance entre la sécurité à court terme et la fonction à long terme. Et donc, je vais m'arrêter ici en d'abord remerciant toutes les personnes qui sont impliquées dans le laboratoire des îlots. C'est une activité qui nécessite un grand nombre de personnes dévouées, dédiées et compétentes, des superviseurs, des techniciens, des fellows et des infirmières de coordination. C'est un programme qui nécessite une collaboration multidisciplinaire, c'est multidisciplinaire par essence et on ne pourrait pas fonctionner sans ça. Et j'ai noté ici tous les services avec lesquels nous participons, et en particulier la diabétologie et le professeur Jacques Philippe qui est dans cet auditoire avec nous cet après-midi, et puis tous nos amis et collègues du réseau Gragil qui permettent au laboratoire et au centre de Genève de rayonner dans cette activité. Alors, j'espère que j'ai réussi à vous maintenir réveillés au cours de cet exposé, et j'aimerais vous quitter en vous remerciant de votre attention, shukran, et en vous montrant cette vue plus souriante de Genève et de son fameux jet d'eau qui, on espère un jour, pourra expulser des îlots de Langerhans. Voilà, merci.